Bonjour. Notre deuxième conférence s'intitule « Développement et vitalité des communautés LGBTQ+, en dehors des grands centres urbains ». Alors, vous savez déjà que Louis-Philippe Tremblay est impliqué là-dedans parce que c'est son truc. Et Louis-Philippe, présentement, est coordonnateur du projet de consultation des personnes LGBTQ+, de Charlevoix et membre du comité organisateur de Fierté Charlevoix. Il présentera ceci avec Isabelle Côté, professeure de travail social à l'Université du Québec en Outaouais et co-directrice du projet Sa vie LGBTQ. Bonjour. Vous vous rappelez ce matin quand j'ai remercié toute l'équipe qui est autour de nous pour nous aider à travailler? Bien, quand je suis partie de l'hôtel ce matin, je suis partie avec rien. Je ne suis pas partie avec mes notes, je ne suis pas partie avec ma présentation. J'ai amené mes chaussures, fait que ça voit un peu où sont mes priorités dans la vie. Donc, Rim est allé nous imprimer ça à genre 10 minutes avant le début de la reprise parce que là, j'étais en état de panique du genre, mon Dieu, je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire tout à l'heure. Donc, juste te remercier, Rim, encore une fois pour tout ce travail-là. Puis, je veux pas que... Parce que là, je vais pouvoir avoir l'air un tant soit peu intelligente, là, ce qui n'aurait pas été le cas sinon. Et je veux pas que tu m'enlèves ce que je viens de dire de mes minutes. OK. Donc, voilà. Donc, on est super contents, Louis-Philippe et moi, d'être ici aujourd'hui pour vous parler du développement et des vitalités des communautés LGBTQ en dehors des grands centres urbains. D'autant plus que lui et moi, nous sommes des personnes qui habitons en région et qui s'y plaisons énormément. Donc, on est content de pouvoir parler de ça avec vous. Alors, le plan de la présentation aujourd'hui, on va faire un bref contexte de ce qu'on sait sur le sujet. On va parler des données SAVI sur les personnes en région du point de vue qualitatif, ce qui va bien compléter en fait les données des collègues précédents, Mathieu et Martin. On va présenter, Louis-Philippe va présenter évidemment la consultation, les résultats qui en émergent et on va avoir une courte discussion. Donc, il n'y a pas beaucoup de recherches qui portent sur les personnes LGBTQ en région et la plupart des recherches qui existent, en fait, portent surtout sur les enjeux, les facteurs qui entravent le bien-être des personnes qui habitent dans des petites municipalités. Donc, on dit, les recherches démontrent que les petites communautés seraient, par exemple, auraient des climats sociaux plus propices à faire preuve d'homophobie, de transphobie, par exemple, que l'isolement aussi, que les personnes LGBTQ vivent en région affecte grandement leur bien-être. Il y a d'autres recherches aussi qui démontrent que de dévoiler son orientation en milieu rural augmente les risques de vivre de la discrimination. C'est ce qui explique probablement pourquoi que les personnes LGBTQ qui habitent en région divulguent leur orientation sexuelle à leur entourage ou à leurs amis de façon significativement moins élevée qu'elles ne le font en milieu urbain, donc dans les municipalités de plus que 10 000 habitants. Dans les recherches, là, c'est comme ça qu'on les a centrées. Donc, moins de 10 000, on divulgue significativement moins que quand les communautés sont plus grandes. Pourquoi? Par peur de vivre du rejet et de la stigmatisation. Et ça, c'est vrai, toute génération confondue, donc que ce soit les adolescents ou les personnes âgées qui vivent en région, là, c'est le même phénomène. Il y a aussi le fait que c'est plus difficile de rencontrer des personnes de diversité en région, notamment parce que la densité populationnelle est plus petite, mais aussi parce qu'il manque d'espace de socialisation là, pour les personnes des communautés. On voit aussi une insuffisance des ressources communautaires qui est décriée aussi comme point de lieu de socialisation dans les petites communautés et comme on l'a fait remarquer hier là, pendant les présentations du colloque étudiant, mais l'accès aux services de santé qui soient sensibles à nos réalités sont aussi beaucoup plus restreints, particulièrement pour les personnes trans et non-binaires. Sauf qu'il y a quand même plusieurs personnes qui font le choix de migrer des grands centres urbains vers les régions. Il y a quelques recherches qui se sont intéressées à ces personnes-là. Donc, pourquoi elles font le choix inverse? Notamment parce que les petits milieux de vie sont quand même très charmants, parce que les personnes vont considérer que les espaces plus petits, les espaces régionaux, sont un lieu enrichissant au niveau de la qualité de vie. Donc, le fait d'avoir une meilleure qualité de vie dans des petites communautés est plus importante que l'effet d'avoir à socialiser, par exemple, avec un milieu LGBTQ. Aussi, il y a une recherche comparative qui a été conduite aux États-Unis auprès de 632 participants et participantes lesbiennes et gays seulement, par contre, mais qui démontre que ceux qui vivent dans les petites communautés rapportent des scores de bien-être et de bonheur beaucoup plus élevés que ceux qui habitent dans les grandes municipalités. Comme les gens des régions se connaissent davantage, le fait qu'on soit identifié comme une personne
semble avoir un effet médiateur important, c'est-à-dire que plutôt que d'être reconnu sur une identité en lien avec son orientation sexuelle ou son identité de genre, on se sent généralement compris dans notre identité globale, ce qui fait en sorte qu'on se sent plus inclus à cause de ça. Donc, l'objectif de la présentation d'aujourd'hui, c'est d'explorer le développement et la vitalité des communautés LGBTQ en dehors des grands centres urbains. Bon, nous, à Savie, le grand centre urbain, c'est Montréal et Québec. Donc, en dehors de Montréal et Québec, à partir des données qualitatives du projet et à partir de ce que Louis-Philippe a conduit dans Charlevoix. Donc, si on regarde là, les résultats, si on regarde comment les gens sont situés par rapport aux différents lieux de résidence, ici, ça, c'est les données pour les personnes là, qui indiquent avoir habité au moins 5 ans de temps de suite à partir de l'âge adulte en dehors de Québec ou de Montréal. Donc, là-dedans, il y a 134 participants qui ont vécu à un moment donné dans sa vie là, au moins 5 ans en dehors des grands centres urbains. Et pour la plupart des personnes de notre échantillon, vivre en région est associé à des expériences majoritairement négatives, là, telles que rapportées. Ils vont dire que vivre loin des grands centres urbains est souvent caractérisé par de l'isolement en raison des manques de lieux de socialisation, tel que la recherche le disait, mais aussi en lien avec les préjugés et les stéréotypes qui découlent du manque de visibilité là, des personnes LGBTQ. Le coming out aussi est dit comme étant plus compliqué par le fait que tout le monde se connaît. Il est plus difficile de choisir à qui on souhaite, dans ce contexte-là, faire son coming out. Et la peur d'être étiqueté comme la personne, par exemple, comme un des participants nous disait, la peur d'être étiqueté le gay du village fait en sorte que les gens vont garder pour soi, en fait, leur orientation sexuelle. Un autre élément qui rejoint la littérature aussi, c'est le fait que les services médicaux sont vraiment disparates et sont éloignés en région, ce qui fait que c'est plus difficile. Donc, si on change. Il y a Julia, une femme trans qui habite dans une petite communauté, qui affirme qu'il est plus difficile de fréquenter des organismes LGBTQ en région en raison de la distance importante qu'il faut parcourir en voiture, notamment pour se rendre dans les organismes locaux de sa région. Donc, elle habite à une place, les services sont ailleurs, il faut qu'elle se déplace en voiture, ce qui fait que c'est difficile. Donc, elle dit, on est un peu loin, on est distancé, c'est ça le truc avec la région. Quand on a c'est pas qu'on n'a pas de communauté LGBT, mais on est tous distancés d'au moins 1 heure d'auto, et moi, j'ai pas d'auto. Donc, ce qui, évidemment, maintient, si on veut, l'isolement. Par ailleurs, dans certaines régions, les personnes LGBT semblent être plus favorisées, plus incluses, se sentent en tout cas plus incluses ou plus acceptées que les personnes trans. Et c'est d'ailleurs ce que Frank nous dit ici. Là où c'est difficile aussi, c'est pour les personnes trans. Je trouve que c'est une région difficile quant à l'acceptation des personnes trans. J'ai remarqué, j'ai déjà entendu des témoignages de personnes trans et c'est venu me chercher. Ça m'a vraiment touchée. Je comprends qu'ils vivent des moments difficiles du côté de l'inclusion. Je trouve que la population a beaucoup évolué et accepte plus les gens gays aujourd'hui. Dans le cas de mon conjoint et moi, les gens nous aiment bien. On n'a pas eu de difficulté à s'intégrer. Par contre, il y a plusieurs participants qui disent le contraire, qui disent que vivre en région, ça n'égale pas nécessairement de vivre de l'exclusion. Vivre à Montréal, en fait, ça ne signifie pas justement qu'on ne va pas vivre d'expériences négatives, ce que plusieurs personnes nous ont souligné. En ce sens, les personnes qui sont restées en région, qui décident de rester en région, disent que les gens qui nous entourent est plus important pour se sentir inclus, en fait, que d'avoir une communauté. D'ailleurs, Agathe, qui est une femme trans qui a quitté sa région pour faire des études à Montréal, a fait le choix de retourner dans sa région d'origine pour effectuer sa transition. Puis le choix a été motivé par le fait que son réseau de soutien se trouve justement dans sa région d'origine. Alors, elle dit, imagine que tu déménages à Montréal et après 2 semaines plus tard, tu envoies un message à tes parents qui dit « Hey, je suis trans », alors que tu n'es pas sur place et que tu es loin d'eux. Imagine que ton seul groupe communautaire ou groupe de soutien que tu connais, il est dans ta région d'où tu viens. J'avais l'impression que si j'allais à Montréal, j'aurais mal fait les choses, j'aurais voulu tout faire en même temps. Ça aurait été beaucoup. Donc, je me suis dit, c'est un meilleur move, je pense, de rester en région et je ne le regrette pas. Mes amis sont ici, toute ma vie communautaire est ici. Finalement, si dans certaines régions, il n'existe pas de lieu qui est dédié aux personnes LGBT, il reste quand même que certains lieux sont connus pour être inclusifs des personnes. Il est donc possible de se tourner vers ces milieux-là quand des lieux spécifiques de socialisation n'existent pas. Et dans d'autres régions, il y a des associations, des lieux de rencontre qui existent, mais à ce moment-là, c'est beaucoup plus difficile de les retrouver parce qu'ils sont très dispersés sur le territoire.
mais les personnes qui les fréquentent se disent se sentir entourées et acceptées lorsqu'ils fréquentent les milieux communautaires plus en général. C'est un peu ce que Yannick nous explique, là, qui est un homme cis gay. Je pense que c'est un préjugé de penser qu'il y a plus d'homophobie dans les petits milieux. Donc, tu sais, je pense aussi qu'il y a beaucoup à Montréal quand même de l'homophobie et à l'intérieur des groupes LGBT. Même le village à Montréal, je ne suis pas certain que c'est l'endroit le plus inclusif, mais c'est sûr que oui, il y a des formes d'exclusion, des formes de discrimination. Donc, je laisse la parole à Louis-Philippe. Merci Isabelle. Je vais mettre en contexte en fait le projet de consultation des personnes LGBTQ qu'on a fait dans Charlevoix. En fait, c'est vraiment venu du milieu, 2 intervenantes d'un organisme, le Carrefour Jeunesse Emploi de notre région, qui sont allés voir notre instance là, en développement social de Charlevoix. Ils ont dit, nous, on a une population LGBTQ, on ne sait que faire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ils ont créé en fait un petit comité citoyen avec certains de leurs jeunes qui avaient reçu dans leur milieu et d'autres personnes LGBTQ du milieu. Puis il y a deux grands objectifs là, qui sont ressortis de cette première petite consultation-là. C'est qu'on voulait créer un événement de sensibilisation dans Charlevoix, ce qui est devenu Fierté Charlevoix, et c'est pas le sujet aujourd'hui, et aussi réaliser une consultation sur les besoins, sur les besoins et les réalités des personnes LGBTQ dans Charlevoix. Donc, c'est vraiment de là que vient finalement cette démarche-là, dont les objectifs, vous les avez là, c'est d'identifier les besoins des personnes dans la région, améliorer la compréhension des réalités des personnes LGBTQ+, en vue d'orienter les actions des partenaires du DSI. Le DSI, c'est notre instance là, de développement social dans Charlevoix. Et amplifier la voix des personnes LGBTQ+, et magnifier leur expérience auprès de la communauté charlevoisienne, donc leur donner plus de visibilité aussi à ces réalités-là. Donc, la consultation, comme vous voyez, ça a commencé avec une consultation par sondage auprès des organismes. Évidemment, notre comité directeur aussi du projet est formé d'organismes aussi de la région pour nous donner finalement le jus et les questions qu'on va aller poser par sondage aussi aux personnes LGBTQ. On peut passer à la prochaine. Fait que je vais vous présenter un peu l'échantillon, ou en tout cas le nombre de les personnes qu'on a réussi à sonder. On a quand même réussi à sonder 63 personnes sur une population de moins de 30 000 personnes. Je suis quand même assez content de ce résultat. Comme vous voyez, au niveau de l'âge, les moins de 18 ans ou les moins de 25 ans, on a vraiment eu moins de personnes à ce moment, dans notre échantillon. Puis, justement, on a fait des efforts là, pour la troisième, finalement, phase là, qui est un petit peu plus qualitative, où on a fait des groupes de discussion. On est allé faire un groupe de discussion avec des ados, justement, vu que les adultes étaient quand même bien représentés. Donc, c'est ce on est allé aussi aller chercher par la suite d'autres informations. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus les résultats du sondage, par contre, que je vais vous montrer. On a fait une dichotomie aussi rurale et urbain. Nous, on a séparé, dans le fond, les gens qui habitent à Baie-Saint-Paul et à la Malbaie sont considérés comme urbains et dans les autres villages, finalement, ruraux. On a un 50% dans la population, normalement, rurale et urbain. Et là, on a un petit peu plus de gens là, qui habitent en milieu urbain dans notre région. Et aussi, je voulais montrer aussi il y a beaucoup de ces réponses-là que je veux vous montrer, un peu la diversité quand même du nombre des personnes qu'on a rencontrées, notamment sur nos 63 personnes, il y en a 17 qui n'étaient pas d'origine canadienne, puis ben, ils se divisent là, selon les pays que vous voyez là, la France, États-Unis, Suisse, donc on a Mexique aussi, Maroc, donc on a une diversité là aussi à ce niveau-là, même si on est dans des petits milieux. Aussi, au niveau de l'identité de genre, bien là, on n'était pas très diversifié, justement. On a beaucoup d'hommes et beaucoup d'hommes cisgenres, beaucoup de femmes cisgenres. On a quelques personnes trans et non-binaires et en questionnement fluide de genre. On les a mis, étaient en fait dans la même réponse là, dans le formulaire. On avait moins de femmes aussi, là, pendant qu'on remplissait le sondage, il n'y avait pas beaucoup de femmes, donc on a fait des efforts supplémentaires, fait qu'on en a eu plus un peu quand on est allé voir nos organismes. Donc ça, c'est peut-être un problème aussi là, dans notre de rejoindre les femmes était plus difficile là, dans notre collecte de données. Prochaine.
Pour vous montrer les orientations sexuelles, je voulais vous le montrer en nuage de mots parce qu'on donnait la possibilité de mettre plusieurs choix, là. Les gens pouvaient s'identifier comme ils le souhaitaient là, au niveau de l'orientation sexuelle. On n'a pas fait des cases fermées. On a donc plus de personnes homosexuelles et gays. Donc, comment ça marche un nuage de mots? Hein? Les plus gros mots, les mots qui reviennent le plus souvent sont revenus le plus souvent et les plus petits sont revenus moins souvent. Mais je voulais surtout, encore une fois, vous démontrer la diversité quand même. On a des personnes qui s'identifiaient comme queer, comme pansexuels aussi, et bisexuels, quelques-uns aussi. Donc, c'était pour vous montrer plus la diversité que vraiment là, quantitativement, si on veut. Maintenant, dans les résultats un petit peu plus... là, je vais prendre mon... C'est écrit petit, j'ai voulu mettre trop d'informations dans mes slides, mais vous en avez un grand écran. Fait que, dans le fond, ici, ce qu'on voulait demander, c'est qu'est-ce qu'on devrait mettre en œuvre dans la région pour les personnes LGBTQ. Et ils sont installés, en fait, en ce moment, en ordre de priorité. Donc, les plus importants sont en haut et les moins importants sont plus bas. Les deux en orange, ben, c'était pour vous parler un petit peu plus... excusez, je ne veux juste pas me tromper. C'était sur l'isolement vécu, là, puis aussi le besoin de lieu. Donc, mettre en place un comité d'alliés LGBTQ dans les écoles secondaires, c'est ce qui ressortait le plus, et organiser des soirées sociales et de réseautage destinées aux personnes LGBTQ. Donc, ça revient ce que mes collègues ont dit sur l'isolement et tout ça. Puis, mettre en place un organisme qui pourrait développer les activités pour les personnes LGBTQ, mettre en place un lieu destiné aux personnes LGBTQ afin qu'elles se sentent à l'aise de demander de l'aide. Je l'ai mis en mots, c'est un petit peu plus le lien aussi à l'accès aux services. Donc, les 4 priorités, finalement, là, de notre groupe, c'était ces mesures-là à mettre en place. Prochaine. Ici, dans le fond, c'était pour montrer, en fait, les expériences d'inclusion et d'exclusion. Ce qui est en vert, en fait, c'est quand les gens, on leur demandait là, comment qualifieriez-vous la réaction des personnes, comment qualifiez-vous la réaction des personnes à qui vous avez fait votre coming out et le développement de votre orientation sexuelle dans la région. Ce qui est en vert, en fait, plus pâle, c'est majoritairement des bonnes réactions ou sinon seulement des bonnes réactions. Donc, peut-être qu'on a rejoint un groupe de personnes qui n'a vécu que majoritairement de l'inclusion, mais je voulais quand même montrer ça, juste l'image, parce que finalement, les milieux changent. Là, ma famille d'origine, mes collègues de travail, mais finalement, les résultats sont sont tous un peu semblables. C'est qu'il y a eu beaucoup plus d'expériences d'inclusion que d'exclusion. Puis, celui qui a un peu plus d'exclusion, c'est le milieu scolaire, donc les autres élèves et les professeurs. Celui qui a un petit peu plus de rouge qu'on voit dans le graphique. Prochaine, s'il vous plaît. Donc là, je sais, c'est écrit petit, c'était encore une fois pour vous montrer la vue d'ensemble. Et là, la question qui était posée, c'était indiquer votre niveau de confort pour démontrer votre orientation sexuelle dans les lieux suivants. Donc, dans les lieux, on a, merci, dans les lieux, on a l'école, les restaurants, les bars, l'hôpital, la pharmacie. Bon, il y en a plusieurs, là, mais c'est encore pour vous montrer qu'il y a beaucoup plus d'inclusion que d'exclusion qui est vécu là, dans ces lieux-là, ou d'être à l'aise, en fait. Celui qui a plus de rouge, ben, c'est les lieux de culte, les églises. Et aussi, ben, ils sont quand même en ordre dans le haut, là, ceux qui en ont un petit peu plus, ben, c'est les lieux. Il y a les bars qui ressortent, qui m'a quand même un peu surpris, mais il y a aussi la pharmacie, la clinique, les hôpitaux. Donc, qui ont un petit peu plus, là, un peu moins à l'aise, finalement, de démontrer. Prochaine slide. Ah, je te repasse la parole, Isabelle. Merci, Louis-Philippe. Donc, si on regarde les éléments pour l'échantillon Sa vie, il n'y a personne qui nous a parlé d'habiter en région parce que pour la région, pour la beauté de la région. Les personnes qui se sentent bien en région et qui sont restées là, c'est vraiment parce qu'ils se disent qu'ils se sentent entourés, reconnus, aimés par leurs proches et leur entourage. C'est vraiment le facteur principal là, qui explique le fait que les gens disent se sentir bien dans leur région. C'est aussi un constat qui a été fait par Guess dans son étude publiée en 2019, là, qui avance l'idée que de développer des réseaux sociaux hétérogènes en région serait probablement là, le meilleur facteur contributif à l'inclusion des personnes ou ce qui favorise en fait leur mieux-être malgré les défis que pose l'accès à des soins de santé, par exemple, ou à l'accès à des services
d'organismes communautaires. Malgré cette absence-là, le fait d'avoir un réseau hétérogène là, favoriserait davantage le mieux-être des personnes. Certaines personnes ont fait le choix aussi comme j'expliquais, de faire l'inverse, donc de s'en aller justement dans les grands centres urbains pour vivre ouvertement leur orientation sexuelle, leur identité de genre et de s'éloigner donc d'un milieu qui était plus hostile. Il est important de souligner par contre que ces personnes-là jugent qu'il existe peu de différence entre les deux milieux lorsqu'il est question d'inclusion et d'exclusion. C'est-à-dire que lorsqu'ils parlent d'inclusion dans la petite région, bien, c'est à peu près les mêmes facteurs qui ressortent à Montréal. Quand ils parlent d'exclusion à Montréal, bien, c'est la même chose qu'ils ressentent dans les petites régions. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que c'est, en ce cas-là, Montréal qui prend le pas, par exemple, ou Québec, les grands centres urbains, plutôt que rester dans les petits centres urbains? On n'a pas ces données-là, mais les expériences semblent être relativement semblables. Aussi, par contre, c'est pour ça que c'est intéressant un peu le profil là, que Louis-Philippe vient de donner, ce que l'ensemble des participants disent, et ça revient fréquemment, et c'est quelque chose qui est mentionné dans les études aussi, c'est le fait de développer un milieu urbain, un milieu rural, je veux dire, avec une communauté vivante, une communauté présente, une communauté visible, avec des manifestations, par exemple, de journée pour l'homophobie qui soient visibles, avec des drapeaux, avec des éléments qui font en sorte qu'on peut se voir lorsqu'on est dans un petit milieu. Oui, puis je vais faire écho directement à ça parce qu'on n'a pas parlé de ça, le plus de visibilité dans la région. J'en ai pas parlé dans ma présentation parce que c'était pas ceux qui étaient le plus en haut de la liste, mais dans le fond, dans toutes les mesures qu'on a présentées, elles étaient toutes en fait positives. Les gens voulaient qu'on les mette en place. Puis la visibilité venait juste après celle dont je vous ai parlé. Donc la prochaine, ben pour les petits constats que j'avais le goût de vous dire, qu'est-ce que peut-être retenir un peu de notre expérience, nous, dans Charlevoix, bien, la diversité sexuelle, la pluralité des genres en région est diversifiée. Les expériences qui sont vécues par nos participants sont principalement positives. Évidemment, c'est nos participants, c'est peut-être les gens qu'on a rejoints qui étaient plus faciles à rejoindre. Je mets quand même l'emphase là-dessus, mais c'était quand même assez flagrant. Les milieux prioritaires sur lesquels agir, comme tu le disais aussi, les milieux scolaires, les milieux de la santé. La priorité des répondants, c'est les contacts sociaux et briser l'isolement. Et bien aussi, je voulais vous indiquer que c'était des résultats préliminaires. Il y a les résultats du sondage des organismes que je ne vous ai pas présentés aujourd'hui. Et également, il y a eu des rencontres d'analyse collective qui ont été faites avec des personnes LGBTQ, notamment, comme je vous disais, des jeunes adolescents dans leur milieu là, à l'école secondaire, et aussi des gens on demandait dans le sondage si vous êtes volontaire à participer à une rencontre. Donc, on a fait un focus group là, aussi là, avec des gens pour faire de l'analyse de ce que je vous ai présenté. Donc, aller chercher un peu pourquoi vous pensez que c'est ça qui a été répondu. Ben, pour aller plus loin, peut-être faire une consultation spécifique dans le milieu scolaire et des ados. Nous, on ne les a pas beaucoup rejoints, puis je pense que les adultes disent que c'est là la priorité, donc je pense que ça serait peut-être une avenue à prioriser pour la suite. Merci beaucoup.